Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérémy Camus, bonjour. Bonjour Raphaël Greffier. Vous êtes le vice-président de la métropole à l'alimentation et vous êtes venu sans votre ânesse. Exactement, je l'ai laissé un petit peu. Alors, ça va paraître bizarre pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais effectivement, je suis parti avant l'été avec mon ânesse dans une grande transhumance où on est parti de ferme en ferme à la rencontre des paysannes et paysans, ceux qui inventent l'agriculture de demain. Donc 140 km autour 140 de km, l'agglomération dans toutes les fermes. Toutes les fermes, ouais, tout type, arboriculteurs, céréaliers. Et puis on s'était déjà rencontrés parce que j'ai lancé un podcast maintenant il y a 2 ans qui va à la rencontre de ces paysans et paysannes, de ces invisibles. Et c'est un nouveau projet, là, cette fois-ci, de prendre le temps avec la marche et puis prendre le temps surtout dans la durée avec chaque agriculteur pour comprendre leurs projets, leurs doutes, leurs espoirs et avoir des tranches de vie à partager avec les auditeurs, quoi. Et on va vous ramener sur terre parce que votre retour, il y a une nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Vous en avez plein d'espoir. Alors, on va la découvrir, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir par rapport à, d'ailleurs, tout ce qui s'est fait en agriculture depuis maintenant des décennies, hein. Aucun gouvernement n'a été capable de remettre en question un peu le modèle qui existe. Et c'est intéressant parce que ça vient croiser un autre sujet, un rapport qui a été édité la semaine dernière, qui parle des coûts indirects de l'alimentation et des coûts injustes de l'alimentation. Et ce rapport montre pour la première fois le montant monétaire que représente notre mauvais système alimentaire. Il le chiffre à 19 milliards d'euros, dont 12 milliards d'euros sur l'impact sur la santé des individus. Et moi, je le compare aux chiffres qui est injecté tous les ans dans l'agriculture. C'est 9 milliards d'euros qui est injecté par la PAC, la politique agricole commune. 9 milliards d'euros pour entretenir un système qui, derrière, génère des coûts environnementaux et des coûts de santé à 19 milliards d'euros. Et donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gouvernements jusqu'à présent qui ont essayé de chercher des innovations pour changer le modèle et faire un modèle un peu plus vertueux pour les agriculteurs, qui soit justement rémunérateur, et puis un peu plus vertueux pour l'environnement, qui préserve notre planète et la santé des individus. Alors ça fait venir à l'expérimentation que vous menez dans l'agglomération, Ouais. qui a commencé la semaine dernière d'une caisse d'alimentation locale. Pour l'instant, c'est une trentaine de familles. L'objectif, c'est une centaine de familles à terme qui sont accompagnées dans leur alimentation. Ouais. Le coût par habitant serait pharaonique si on l'agrandissait à toute l'agglomération. Alors, pas si pharaonique par rapport aux chiffres que j'ai donnés à l'instant. En fait, c'est vraiment se dire que l'alimentation, c'est avant tout une politique de santé publique. Donc, c'est le premier médicament qu'on prend au quotidien, c'est l'aliment qu'on ingère dans notre estomac à nos différents repas. Et en fait, l'idée de cette expérimentation, c'est justement d'aller chercher d'autres modèles et ne pas maintenir des modèles qui n'existent pas ou qui sont à bout de souffle. L'aide alimentaire est à bout de souffle aujourd'hui. J'étais encore il y a quelques jours avec les restaurants du cœur. Il y a de plus en plus de demandes, il y a de moins en moins d'offres à proposer. Et donc, on arrive à un moment donné à ne plus savoir traiter la précarité alimentaire dans le modèle actuel. Et donc, une des responsabilités qu'on a au niveau local, on ne saura pas changer le modèle global à l'échelle locale, mais en tous les cas, c'est d'expérimenter et potentiellement de montrer des choses qui fonctionnent et peut-être d'inspirer notre ministre, notre nouvelle ministre, pour qu'elle l'essaime à un niveau global et pourquoi pas créer une nouvelle sécurité sociale qui n'est pas une sécurité sociale que de la santé, mais une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, concrètement, c'est un peu une petite mini-convention citoyenne d'une centaine de personnes qui s'est réunie pendant 6 mois pour définir comment ils allaient dépenser les 150 € par mois que vous leur allouez. Exactement. On a réussi à mettre autour de la table un panel d'habitants très diversifié, des gens en précarité, des gens en moins grande précarité, d'arriver ensemble à imaginer qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, comment ils souhaiteraient manger sur leur territoire. Et donc ça veut dire de combien ils ont besoin pour manger sur leur territoire, sainement, dignement, de façon qualitative, et puis combien de temps ils ont besoin de mettre en place, pour combien de temps ils ont bien besoin de mettre en place cette alimentation. Et donc ça veut dire aller chercher des commerces qui permettent d'accéder à ces aliments. Souvent, il n'existe pas dans les quartiers les commerces pour avoir des produits qui viennent par exemple de nos agriculteurs locaux. Et puis derrière, d'avoir une façon de mieux concevoir ce qu'est l'alimentation, notre système alimentaire, ses dérives, quels sont les intermédiaires qui peinent potentiellement des surmarges par rapport aux produits, c'est quoi une alimentation transformée et l'impact sur sa santé. Et tout ça, c'est d'avoir des citoyens qui soient conscients de tout ce qui entoure leur propre alimentation.
Et donc là, ça commence dans le 8e. C'est ça. Vous avez trouvé 14 commerces à peu près pour Exactement. vendre les produits. Ils étaient libres de choisir, ils auraient pu prendre de l'industriel si complètement. Ouais. Il y avait vraiment une grande liberté auprès de. On est vraiment dans une action aussi démocratique. Comment on se remet et la table, comment on se remet autour d'une table pour faire démocratie. C'était concret. On parle de l'alimentation. On leur dit vous avez la liberté totale de ce que vous allez faire. On va vous amener tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir prendre des choix en conscience, à la fois sur les montants et sur les commerces, et choisissez. Et là, aujourd'hui, ils ont choisi 14 commerces. Ils ont choisi le montant qu'ils allaient percevoir tous les mois. Ce n'est pas nous qui l'avons imposé, donc 150 € par personne. Ils ont même donné un maximum par foyer, par famille, pardon, tous les mois. Et ben là, l'expérimentation va vraiment commencer. On va leur donner l'argent sonnant et trébuchant pour qu'ils puissent commencer à les dépenser dans les commerces. Puis ce qui est intéressant, c'est que les commerces derrière, c'est les producteurs qui vont en bénéficier. Donc c'est aussi une solution à la crise agricole. Moi, quand je parle de sécurité sociale et alimentation, ce n'est pas qu'un enjeu santé, c'est aussi une manne financière pour pouvoir rémunérer justement les agriculteurs en leur donnant des débouchés locaux. Et donc c'est un coût à peu près de 360 000 €. C'est ça, ouais. Pour une centaine de familles, si on l'étend à l'agglomération, c'est au moins 300-500 millions d'euros. Mais je dirais, il ne faut même pas se contenter de l'agglomération. En fait, pour moi, c'est un projet de société. C'est-à-dire ce qu'on est en train de construire là à l'échelle locale, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout inspirer un projet qui pourrait demain être décliné à l'échelle nationale, au même titre qu'après-guerre, il y a des petits collectifs qui se sont posés la question de comment prendre soin de leur santé. Et ils ont créé des caisses locales de sécurité sociale de la santé. Et puis à la fin, ça a donné un vrai projet de société avec la sécurité sociale de la santé telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donner la possibilité à chacun d'être soigné, quels que soient ses revenus, quels que soient... Et bien c'est la même chose, donner à chacun la possibilité de se nourrir correctement, quels que soient ses revenus dans notre société, et éviter les impacts que j'évoquais tout à l'heure, 12 milliards d'euros. Dans votre actualité, il y aura à partir du 12 octobre le Miam Festival. C'est 150 petits événements partout dans l'agglomération autour de l'alimentation. Alors c'est le premier festival de l'alimentation qui est porté par la métropole. C'est un souhait que j'avais depuis longtemps et qui est redevenu une priorité, surtout au moment de la crise agricole. Parce qu'un des grands constats, c'est aussi comment on retisse du lien entre d'un côté les mangeurs, puis de l'autre côté ceux et celles qui donnent leur vie pour nous nourrir. Et on voyait bien que pendant la crise agricole, les habitants étaient en recherche de contenu sur leur alimentation, sur les producteurs. Et donc ce festival, il est là pour ça, c'est-à-dire retisser du lien entre des mondes qui ne se connaissent peut-être pas beaucoup. Ce qui fait qu'on va avoir des ciné-débats, des visites de ferme, des dégustations à la ferme. On va avoir de la culture avec du théâtre et on a 150 animations gratuites partout sur la métropole. Donc c'est accessible déjà financièrement et c'est accessible, c'est qu'en bas de chez vous, il y a de fortes chances que vous ayez une animation à minimum accessible. Et c'est à partir du 12 octobre, ça dure 15 jours. Puis on s'est dit, comme on a quand même un grand rôle, c'est de mettre de la nourriture dans les cantines de nos collégiens et collégiennes. On a un festival spécifique pendant une semaine, pendant la dernière semaine avant les vacances, qui va mettre à l'honneur les produits locaux dans les assiettes des enfants et la rencontre avec les producteurs, puisqu'encore une fois, retisser du lien entre ces deux mondes. Et la mulatière est décidément à l'honneur avec les grands locaux et l'événement phare du Miam Festival, ce sera au Faites-vous à la mulatière. Exactement. Le bouillon de culture. Bouillon de culture, ça fait partie des 4 grands événements organisés par la métropole. Et celui-là est intéressant, d'autant plus, comme vous dites, que c'est un lieu où vous pouvez en plus peut-être aller à la Biennale d'art contemporain qui est juste à côté. Donc ça vous fait deux visites pour une. Et Bouillon de culture, c'est un festival qu'on a testé l'année dernière. Cuisine participative, débat, on mange ensemble, on fait un grand banquet. Et comme je le disais à l'instant sur faire société autour d'une table, là c'est revenir vers ce principe-là. On peut ensemble discuter, échanger autour d'une bonne table. Alors, on ne pourra pas encore aller voir par contre le premier espace test agricole que vous avez initié. Donc là, l'idée, c'est une ferme-école en fait, où vous lancez trois entreprises de maraîchage bio dans l'agglomération à Vaux-en-Velin. Ouais, je l'appelle moi incubateur de paysans pour reprendre un vocabulaire qu'on utilise pas mal dans d'autres secteurs d'activité. Et donc là, l'idée, c'est surtout de répondre à un besoin. C'est que il faut savoir que la moitié des agriculteurs en France vont arriver à la retraite d'ici la fin de la décennie, quoi. Donc il faut des gens pour reprendre ces fermes. Et souvent, même dans les familles de ces agriculteurs, il n'y a pas forcément ni la fille ni le fils pour reprendre ces activités. Et donc, c'est trouver des moyens d'avoir des agriculteurs prêts le moment où on en aura besoin pour pouvoir reprendre ces fermes et éviter que ces fermes, elles ferment. C'est le cas de le dire, et avoir des jeunes qui puissent s'installer enfin sur la métropole de Lyon pour nous fournir des produits de qualité.
Et donc c'est ça, c'est 6 hectares à Vaux-en-Velin qu'on a réussi à obtenir grâce à la commune de Vaux-en-Velin qui avait des terrains agricoles. Et sur ce terrain agricole, on va avoir 3 maraîchères et maraîchers qui vont s'installer, qui vont produire des légumes et des fruits pour alimenter la restauration collective, mais également les habitants du territoire. Et nous, d'ici leur sortie de leur espace test, ça va durer à peu près 3 ans, leur incubation, nous, on recherche du foncier, de la terre agricole pour pouvoir les installer de façon pérenne et durable sur le territoire. Ils ne resteront pas à Vaux-en-Velin. Ils peuvent, non, au contraire, parce que cet espace test, il participe à une stratégie forte qui est la reconquête maraîchère des terres du Velin. Les terres du Velin, tous les Lyonnais les connaissent parce que c'est là où est né le cardon. Et il y a encore quelques décennies, c'était le jardin de la ville de Lyon. C'est là où il y avait le maximum de maraîchers. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3 ou 4 maraîchers sur cette terre-là, alors que la terre est magnifique pour faire du maraîchage. Et donc cet espace test, il contribue à reconquérir progressivement les terres du Velin à proximité du parc du Miribel-Jonage. Jérémy Camus, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.